Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un véritable monument, une des idées les plus vertigineuses et les plus fascinantes de la pensée moderne. J'ai nommé le concept d'inconscient. C'est une idée qui a littéralement dynamité la façon dont l'être humain se comprend lui-même. Voilà la question qui est au cœur de tout. Cette idée, un peu folle quand on y pense, que nos choix, nos amours, nos peurs seraient en grande partie pilotés par des forces invisibles cachées juste sous la surface de notre conscience. Alors, c'est parti, plongeons ensemble là-dedans. Alors, voici notre feuille de route pour ce voyage dans les profondeurs. D'abord, on va aller déterrer les racines de l'idée, bien avant qu'elle ne porte ce nom. Ensuite, on va rencontrer les trois géants qui l'ont vraiment façonné. Freud, qu'on peut voir comme l'inventeur, Jung, l'explorateur de l'universel, et puis Lacan, le grand réinterprète. Et on terminera en voyant comment cette idée si puissante continue de nous travailler aujourd'hui. Parce que oui, bien avant Freud et son célèbre divan, l'idée qu'une part de nous-mêmes nous échappe, elle germait déjà dans l'esprit de certains philosophes. Ils sentaient bien qu'il y avait autre chose dans notre esprit que la pure lumière de la raison. Cette petite chronologie nous montre une progression assez incroyable. On part d'une intuition presque mathématique pour passer à une force quasi cosmique et enfin arriver à une critique radicale de ce que l'on croit être. Commençons par le début, avec une idée qui est née, non pas de la psychologie, mais des mathématiques. Leibniz, au tout début du XVIIIe siècle, a une intuition de génie. Il s'inspire de sa propre invention, le calcul infinitésimal, et il imagine que notre conscience est un peu comme une intégrale, c'est-à-dire la somme d'une infinité de petites perceptions qui, prises séparément, sont totalement imperceptibles. Cette citation, elle résume tout. Ce qu'on appelle la conscience, ce n'est finalement que la partie émergée d'un immense iceberg de micro-sensations. Pour lui, il n'y a pas de mur entre le conscient et l'inconscient, mais plutôt une montée progressive, un peu comme un son qui passerait du silence au vacarme. Et l'analogie qu'il propose pour expliquer ça est magnifique et elle parle vraiment à tout le monde. Imaginez le bruit de la mer. On n'entend pas le son de chaque goutte d'eau, de chaque grain de sable qui bouge, n'est-ce pas? Pourtant, c'est bien la somme de tous ces millions de bruits inaudibles qui créent le fracas si puissant des vagues. Et bien pour Leibniz, notre conscience, c'est ça, c'est le bruit de la mer. Un siècle plus tard, avec Schopenhauer, on change complètement d'échelle. Là, l'inconscient n'est plus une simple collection de perceptions, c'est carrément le moteur de l'univers. Il l'appelle la volonté, une sorte de pulsion de vie primordiale, aveugle, sans but, qui anime absolument tout. Et notre conscience, notre intelligence dans tout ça? De simples marionnettes, au service de cette force immense qui nous dépasse totalement. Et puis arrive Nietzsche, qui pousse cette idée encore plus loin. Pour lui, la conscience n'est pas seulement secondaire, elle est un mensonge. Un labyrinthe très sophistiqué que l'on construit pour se cacher de la vérité brute de nos pulsions, pour enfermer notre propre minotaure intérieur et faire comme s'il n'existait pas. Et c'est là qu'arrive Sigmund Freud. Il hérite de toutes ses intuitions philosophiques, et il va faire quelque chose de radicalement nouveau. Il va descendre dans le labyrinthe de Nietzsche, non pas avec une torche philosophique, mais avec ses outils de médecin. Il veut cartographier ses sous-sols de l'esprit. Il va donner à cette exploration un nom qui va changer le monde. La psychanalyse. Ce qui est vraiment fou avec cette phrase, c'est sa radicalité. Freud ne dit pas que l'inconscient est une partie de l'esprit. Non, il dit que l'inconscient, c'est l'esprit. Notre vie consciente n'en serait que la toute petite pointe, la façade d'un immense édifice. Pour y voir plus clair, Freud dessine une sorte de carte. Entre le conscient et l'inconscient, il place une zone tampon. C'est le préconscient. C'est un peu comme la mémoire vive d'un ordinateur. On y trouve tout ce qui n'est pas à l'écran, mais qu'on peut rappeler d'un simple clic. Un souvenir, le nom d'une capitale, comment faire du vélo. Mais le véritable inconscient freudien, lui, ce n'est pas du tout une salle d'attente. C'est une prison de haute sécurité. Il contient des désirs, des traumatismes, des pulsions jugées inacceptables. Et ces contenus ne sont pas juste oubliés. Non, ils sont activement repoussés, maintenus à l'écart par une sorte de garde-chiourme permanent. Le refoulement. C'est une zone de conflit perpétuel. Alors, comment savoir que cette prison existe? Freud nous dit de regarder les tentatives d'évasion, les fissures dans le vernis de notre contrôle, les rêves par exemple, qu'il appelle la voie royale, les lapsus, où la langue trahit une pensée cachée, les actes manqués, comme perdre ses clés juste avant un rendez-vous qu'on redoute. Pour Freud, tous ces petits bugs de notre quotidien sont en réalité des messages cryptés, envoyés depuis les profondeurs. Après Freud, son disciple le plus doué, Carl Gustav Jung, reprend le flambeau. Mais très vite, il trouve la carte de Freud un peu trop petite. Pour lui, l'inconscient ne peut pas être seulement l'histoire de nos refoulements personnels. Il sent qu'il y a quelque chose de bien plus vaste, de bien plus ancien, l'histoire de l'humanité tout entière. Et voilà sa grande innovation. Jung est d'accord avec l'idée d'un inconscient personnel, notre petit jardin secret, mais en dessous, il découvre un socle commun à toute l'humanité, l'inconscient collectif.
C'est une sorte de cloud psychique ancestral, une base de données universelle des expériences, des peurs et des sagesses humaines, qui se transmettraient à travers les âges. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce cloud universel? Jung leur donne un nom, les archétypes. Ce sont des modèles originels, des schémas de pensée et d'émotions universels, des sortes de personnages ou de situations types qui structurent notre façon de voir le monde. On voit ici les mots de Jung lui-même. Pas besoin de lire le détail, l'essentiel à retenir, c'est la distinction très claire qu'il fait. Notre inconscient personnel est fait de complexes, qui sont nos histoires propres, tandis que l'inconscient collectif, lui, est fait de ces fameux archétypes universels. C'est vraiment le point de rupture fondamental avec Freud. Mais attention, c'est là qu'il est facile de se tromper sur Jung. Un archétype, ce n'est pas une image précise qu'on hériterait, c'est plutôt une prédisposition, un cadre vide si on veut. Par exemple, on ne naîtrait pas avec l'image de notre mère, mais avec l'archétype de la mère, ce cadre inné qui sera ensuite rempli et coloré par l'expérience bien réelle de notre propre mère. Ces archétypes, on les retrouve absolument partout. Dans les mythes, les contes de fées, les religions et même dans les films hollywoodiens. La figure du héros, du mentor sage, de la grande-mère, de l'ombre menaçante, ce sont un peu les briques fondamentales avec lesquelles l'humanité construit ses histoires depuis la nuit des temps. Et puis, dans les années 50, voilà qu'un psychanalyste français vient tout remettre en question. Jacques Lacan. Il annonce un retour à Freud, mais c'est un retour, créatif. Il va relire Freud à travers la linguistique et la philosophie. Et sa conclusion, c'est que l'inconscient, ce n'est pas un lieu de profondeur cachée, c'est une affaire de langage. C'est sa phrase la plus célèbre et aussi la plus ardue. Ça ne veut pas dire que l'inconscient parle français ou anglais, non. Ça veut dire qu'il fonctionne comme le langage. Il faut imaginer que le langage n'est pas un outil que l'on utilise, mais plutôt un système d'exploitation dans lequel on est. Et l'inconscient, pour Lacan, ce sont les règles, les codes et surtout les bugs de ce système. Lacan nous dit d'arrêter de chercher l'inconscient dans une cave. Il n'est pas caché, il est évanescent. Il surgit dans les coupures, les ratés, les silences de notre propre parole. C'est ce qui clignote dans notre discours, ce qui nous fait dire autre chose que ce qu'on voulait dire au départ. Donc l'inconscient n'est pas un fond, c'est un trou, une béance comme il dit. Un lapsus, un oubli, un rêve, ce sont des fêlures dans la trame, en apparence toute lisse de notre discours. Et c'est précisément par ces fêlures que peut s'entrevoir une vérité sur notre désir, une vérité qui nous surprend nous-mêmes. Ok, mais si l'inconscient est un discours, qui parle? Lacan répond, c'est le discours de l'autre, avec un grand A. Cet autre, ce n'est pas une personne, c'est le système du langage lui-même, la culture, les lois, bref, tout ce qui était là avant nous. Autrement dit, nos pensées les plus intimes sont en fait façonnées par des mots et des idées qui ne nous appartiennent pas, mais qui nous ont été donnés par le monde. Pour comprendre ça, Lacan nous demande de penser aux mots différemment. Il y a le mot lui-même, le son, l'image, c'est le signifiant. Et il y a l'idée derrière, le signifié. Et Lacan dit que le mot est plus puissant que l'idée. Les mots peuvent glisser, avoir des doubles sens, des échos, nous trahir. C'est dans ce glissement permanent du sens que l'inconscient vient se loger. Et c'est ici que tout s'éclaire. Prenons un rêve. Une personne rêve d'un ours menaçant. Pour Freud, c'est une condensation de plusieurs angoisses. Pour Lacan, c'est une métaphore. Le mot ours vient en remplacer un autre, comme patron par exemple. Et le déplacement de Freud, c'est quand on est furieux contre son patron mais qu'on crie sur ses enfants. Pour Lacan, c'est une métonymie, l'émotion a glissé sur un objet qui était connecté. L'inconscient finalement, c'est de la poésie qui s'ignore. Après ce long parcours, on pourrait penser que l'histoire est finie, mais pas du tout. L'idée d'inconscient continue de travailler la pensée contemporaine, qui la critique, la transforme et l'enrichit sans cesse. Après toutes ces théories sur l'inconscient comme une chose cachée, une cave, une prison, une structure, le philosophe Maurice Merleau-Ponty nous propose de tout repenser. Et si l'inconscient n'était pas un objet du tout? Pour lui, l'inconscient, ce n'est pas un monstre caché dans les profondeurs. C'est simplement le fait que notre perception de nous-mêmes et du monde n'est jamais parfaitement claire. Qu'elle est toujours un peu floue, un peu en décalage. C'est la part d'ombre qui est inséparable de la lumière. D'autres, comme Paul Ricoeur, diront que l'inconscient est moins un code à déchiffrer qu'une histoire à reconstruire, un récit de soi à inventer. Au fond, l'histoire de ce concept, c'est une formidable course de relais intellectuel. Leibniz passe le témoin au romantique, qui le passe à Freud. Freud le transmet à Jung et à Lacan, qui partent dans des directions opposées. Et des philosophes comme Merleau-Ponty, ou plus tard Gilles Deleuze, qui verra l'inconscient non pas comme un théâtre, mais comme une usine à désir, continuent de le faire courir vers de nouveaux horizons.
Et toute cette course nous laisse avec la question fondamentale, celle qui fut posée par Freud et qui est sans cesse reposée depuis. Une question ouverte, dérangeante, essentielle. Si notre moi conscient n'est qu'un simple locataire dans sa propre maison psychique, alors qui est le véritable propriétaire? Qui ou quoi parle à travers nous quand on dit « je » C'est une question qui nous hante encore aujourd'hui.